Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la reprise d'activité et l'accompagnement sanitaire proposé par la Ligue Grand Est, et notamment sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan technique. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Merci à vous déjà d'être présents avec nous. Vous êtes plus de 200 connectés. On va laisser encore un peu de temps puisqu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter. Juste un mot sur le format de ce webinaire qui va durer environ 1 heure, qui a nécessité la mobilisation un peu en urgence de l'ensemble des équipes de la LGEF, notamment sur le plan technique pour l'organisation, mais aussi sur le plan des contenus, bien évidemment. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat, questions auxquelles nous répondrons à la fin si d'aventure la réponse n'a pas été apportée par les différentes présentations. Et voilà un petit peu le plan de ce webinaire, avec d'abord en introduction un aspect sur le protocole sanitaire que nous donnera Sophie Gervaison, qui est la référente sanitaire de la LGEF. Dans un deuxième temps, reprise des jeunes, pourquoi et comment, avec deux conseillers techniques régionaux, Frédéric Acker et Patrice Feilly. Et puis, dans un troisième temps, la reprise des jeunes, oui, mais avec quelles orientations athlétiques et avec comment éviter les blessures. Et là, ce sont Sandrine Ringler et Jérémy Moureau, d'autres collègues qui sont en scène pour assumer cette troisième partie. Mais avant tout, je vais donner la parole à notre président de la LGEF, Albert Gemrich, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour ce webinaire. Président, c'est à vous. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Bonsoir à tous. On vous entend bien, président. Oui, ça marche. Merci. Vous êtes très nombreux avec nous ce soir pour suivre ce webinaire consacré à la reprise d'activité. Merci à tous les intervenants et à ceux qui ont préparé avec beaucoup de réactivité ce rendez-vous très important. J'espère que vous aurez réponse à toutes les questions légitimes que vous vous posez au moment de remettre les enfants sur le terrain. Merci également à vous, de l'autre côté de l'écran, d'être à nouveau mobilisés sur ce rendez-vous en visio. Nous multiplions ces temps derniers les échanges avec vous et je pense que c'est la voie de l'avenir. Je l'ai dit samedi lors de notre assemblée générale, je pense que cette crise sanitaire nous a rapprochés. Et je suis convaincu que nous devrons demain aller plus loin encore dans cette qualité de relation avec vous, avec vos clubs. Vous avez vu aussi que nous avons beaucoup communiqué sur cette reprise, car il nous semble important de permettre aux jeunes, dans un premier temps, de reprendre le football. Mais je pense que c'est aussi votre conviction et que votre présence en atteste. Je vous souhaite un bon webinaire et surtout une bonne reprise, en attendant celle des seniors, puis celle de la compétition. Courage! Courage en attendant, prenez soin de vous et à très vite. Merci, Président, pour ce mot d'introduction. Merci à vous. Et puis, vous pouvez bien sûr rester avec nous pour l'ensemble de ces travaux. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour cela, je vais demander à Patrice Gretten, notre directeur technique régional, de bien vouloir faire son apparition. Bonjour Patrice, bonsoir Patrice. Alors, on avait déjà eu l'occasion, vous aviez déjà eu l'occasion de mener cet accompagnement sur le premier déconfinement au mois de mai. L'idée, c'est de poursuivre ce lien aussi en ce moment avec les clubs, ce qui est très important. Oui, bonsoir Stéphane, merci. On essaye d'évoluer un petit peu et c'est grand plaisir de te retrouver Stéphane, de retrouver également le président derrière nous tous pour cette reprise. Juste quelques mots d'introduction, même si l'introduction a déjà bien été faite. Quelques mots, donc les deux premiers, c'est satisfaction et plaisir. La notion de satisfaction de pouvoir reprendre avec nos jeunes joueurs, c'est vraiment une belle image et un beau symbole. Notre football va assurer ou assumer pleinement son lien, le lien social, le rôle éducatif que nous pouvons mener. Vous êtes plus de 240 connectés ce soir et on sait que l'attente est importante pour donner du plaisir à nos jeunes licenciés et puis pour leur permettre de retrouver une activité physique tout simplement. Deux autres mots pour continuer, c'est la notion de santé et malheureusement de frustration. La notion de santé parce que effectivement, ça doit être, c'est notre priorité, c'est la priorité absolue du gouvernement, de notre fédération et bien évidemment de notre ligue. Nous allons vous donner
et là par rapport à ce que le président disait à l'instant, nous allons vous donner tous les éléments, toutes les réponses que nous avons aujourd'hui, et malheureusement pas toutes les réponses que vous souhaiteriez. Donc il y a encore un peu de frustration, un peu de temps à attendre, et on va vous demander aussi d'être patient, de ne pas rater cette reprise. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux éducateurs. On sait, la reprise sera incomplète. Il va falloir gérer cette frustration, mais le faire d'une manière responsable. Et le conseil que moi je peux vous donner, c'est de faire ce qu'on fait à la Ligue avec Sophie Gervason, notre référente sanitaire. On respecte tout simplement les préconisations données. À titre d'exemple, nos pôles espoirs, vous le savez, le ministère nous avait donné la possibilité de maintenir l'activité. C'était une activité encadrée. Et là encore, ce soir, vous allez découvrir, l'activité sera encadrée pour que l'on ait une reprise qui soit bien sécurisée et dans le bon respect. Mais je sais qu'il y a les bons élèves ce soir autour des ordinateurs. Voilà, simplement vous dire aussi encore quelques mots, des mots d'effort et de travail collectif. C'est ce que nous allons faire ce soir, ce que nous avons fait dans la programmation de la soirée, qu'on peut présenter à l'écran. Et simplement vous dire que vous allez avoir, Cyril, si on peut basculer sur la prochaine diapo, c'est le programme que Stéphane vous a présenté. Et là, je tire un grand coup de chapeau aux uns aux autres intervenants qui ont, depuis plusieurs jours, préparé cette intervention. Aussi les personnes qui sont en coulisses, hein, comme Cyril Marchal, notre informaticien, et Hélène Stocky, qui nous a bien aidé pour le montage de cette soirée. Simplement vous dire que toutes les équipes de la Ligue sont réunies pour vous accompagner vers la reprise. Au niveau de l'équipe technique régionale également, avec les collègues dans les districts, hein, la Ligue et les districts sont derrière vous. Mes derniers mots vont vers ces collègues-là, un petit message amical et puis d'encouragement par rapport à leur activité qui est particulière en ce moment. Et vous dire là, par rapport à l'accompagnement, nous avons décidé de mettre en place un accompagnement spécifique au niveau technique. On vous demandera de basculer par des demandes par mail à l'enseigne d'Hélène Stocky, hein, et pour que vous ayez un suivi tout particulier. Voilà, nous gardons le lien en permanence avec vous, nous sommes à vos côtés. Et bien sûr, bon courage à vous pour une belle reprise avec nos jeunes joueurs. C'est une étape importante avant de retrouver, comme ça a été dit tout à l'heure, ça fait depuis 3 semaines maintenant que la Ligue met en place des réunions, notamment pour parler des compétitions. Mais avant la reprise en compétition, on le sait, il y a des étapes à respecter, et notamment les mesures sanitaires qui vont être préconisées et dictées par Sophie Gervason, qui fait un travail remarquable en la matière. Voilà, Sophie ou Stéphane, je vous laisse enchaîner pour la suite. Bonne soirée à vous, et on se retrouvera peut-être tout à l'heure. Merci Patrice, effectivement, vous restez avec nous pour répondre éventuellement à des questions. Donc je vous rappelle le principe, hein, Patrice l'a exposé. Il y a la possibilité de poser des questions par chat. On reviendra sur l'ensemble de ces questions. Merci d'ores et déjà aux collègues qui sont mobilisés, non pas dans la présentation, mais qui restent derrière pour répondre éventuellement à vos questions tout à l'heure. Et puis une précision également, nous sommes 268 connectés ce soir, donc c'est dire effectivement l'engouement, l'intérêt qu'il y a autour de cette reprise d'activité. Il y a aussi énormément de questions, notamment et je vais pouvoir passer la parole à Sophie Gervason sur l'aspect sanitaire, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations, de contre-informations et de précisions nécessaires. Il y en a beaucoup qui sont arrivées de votre part par mail, et Sophie va pouvoir maintenant répondre à toutes ces questions. C'est à toi, Sophie. Merci Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Oui, en effet, il y a eu pas mal de confusion, tu l'as dit Stéphane, et ça n'a pas aidé forcément le travail des clubs et votre travail au sein de vos clubs pour pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Patrice parlait de frustration tout à l'heure, il y en aura sûrement encore un peu, hein, il l'a dit et je vous le confirme. Pour ma part, je vais vous présenter rapidement, Cyril, je crois que j'ai la main. Voilà, merci. Une présentation qui n'a pas trop évolué par rapport à celle que j'ai pu vous présenter lors de la première reprise, à quelques exceptions près. Hein, donc, comme toujours en préambule, les préconisations, elles sont évolutives. On tient en fait nos informations et ce qu'on vous transmet comme directive du gouvernement, du ministère des Sports ainsi que de la Fédération française de football. Je vais essayer de mettre au clair
les différentes annonces qui ont été faites pour vous dire exactement ce qu'il en est, ce que vous pouvez ou ne pas faire, sachant encore que le combat n'est pas terminé. Le virus est toujours là, le risque zéro n'existe pas et dans la mesure du possible, tout ce qui sera mis en place sera fait pour permettre qu'on arrive à gagner ce combat contre le virus et surtout qu'on puisse faire pratiquer nos licenciés en toute sécurité. Alors, en préalable à la reprise, comme toujours, et comme c'est le cas depuis le début de ces événements, il faut avoir l'accord de la commune ou de la collectivité propriétaire des installations pour l'accueil de licenciés et valider un protocole sanitaire avec ce propriétaire. Identifier un ou une référente sanitaire interlocuteur de l'instance et des licenciés du club, en sachant que vous pouvez, et c'est même un conseil, constituer une équipe de personnes autour de la mise en place et du respect du protocole sanitaire. Mais dans l'idéal, nous devons avoir au maximum 2 interlocuteurs par club pour pouvoir transmettre les bonnes informations que vous puissiez diffuser ensuite dans vos clubs. À défaut de signalement volontaire, comme on vous a sollicité depuis le début de cette crise sanitaire, certains d'entre vous n'ont pas forcément fait la démarche de nous signaler un référent sanitaire. Ça sera le ou la responsable légale du club qui sera référent sanitaire, désigné d'office pour le coup, Monsieur le Président ou Madame la Présidente. Le référent sanitaire doit pouvoir être joignable et ses coordonnées sont visibles pour les autres clubs. C'est un élément qui n'avait pas été abordé lors du premier déconfinement, mais ça nous semble important que les référents sanitaires soient informés que leurs coordonnées peuvent être transmises, notamment dans le cadre d'échanges entre clubs quand ils seront de nouveau autorisés, afin qu'un contact puisse être pris en amont d'une rencontre sur l'une ou l'autre des installations des clubs concernés. Si cela n'a pas été fait la première fois, je vous conseille vivement d'écrire le protocole sanitaire en place dans votre association, de l'afficher et de le transmettre à vos licenciés. C'est important que l'ensemble de vos licenciés et les personnes qui peuvent venir sur vos installations sportives lorsque le public sera de nouveau autorisé à venir puissent être informés de ce que vous avez mis en place au sein de votre club. Ça permet aussi, s'il y a un manquement à ce protocole sanitaire, de pouvoir appliquer des sanctions en interne. On a pu voir que souvent, le manque d'écrit a fait qu'il était difficile de sanctionner ou de maintenir un protocole sanitaire strict. Les préalables à la reprise, bien sûr, faire l'inventaire du matériel nécessaire, vous assurer que vous avez tout ce qu'il faut en solution de lavage des mains individuelle, donc que ce soit du gel hydroalcoolique ou avec un point d'eau, du savon et un séchage individuel des mains, que vous avez des masques à disposition pour ceux qui viendraient sur vos installations qui l'auraient oublié, que vous avez toujours encore un affichage obligatoire en place, des produits de désinfection, des sanitaires, du matériel technique et que vous avez le matériel à usage individuel nécessaire à disposition. Je rappelle que notamment les dossards doivent être à usage individuel et ne peuvent pas être passés d'un licencié à l'autre. Il en est de même pour les boissons, l'idéal étant que chaque licencié ait sa propre gourde. La reprise progressive, elle est conditionnée par l'évolution de la situation sanitaire. La première étape, donc depuis samedi, avec les confusions qu'on a connues, là, c'est validé officiellement par un texte officiel. C'est le décret qui a été modifié. Ce qui vous concerne plus particulièrement sont les articles 42 et 44, dont j'ai mis des extraits ici pour que vous sachiez plus précisément ce qui vous concerne. Donc, par dérogation, les établissements sportifs de plein air, qu'on appelle les établissements de type PA, qui sont donc les stades extérieurs, peuvent accueillir du public pour les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures. Donc, ça concerne bien uniquement les personnes qui sont mineures. U7 à U18. Les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat, ce qui signifie que les stades sont ouverts aux personnes qui souhaiteraient pratiquer individuellement, mais la pratique collective pour les majeurs, pour l'instant, n'est pas autorisée.
L'article 44 précise aussi que les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même l'activité ne le permet pas. Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Donc là, c'est un rappel pour les éducateurs, en tout cas au moins dans cette première phase. Merci de porter le masque lorsque vous intervenez auprès de vos licenciés, donc même sur le terrain. Les vestiaires collectifs sont fermés, contrairement à ce qu'on a pu dire dans un article. L'ouverture des vestiaires collectifs n'est pas conditionnée à l'autorisation des propriétaires des installations, mais jusqu'au 15 décembre à minima, les vestiaires collectifs sont fermés. Voilà ce que ça veut dire, hein, donc reprise des mineurs, tous ceux concernés par une reprise de l'activité extrascolaire, donc c'est la catégorie de personnes qui va du primaire au lycée. Et pour le football, ça concerne bien les U7 au U18. L'activité doit être encadrée par des personnels licenciés, des personnes licenciées au club. Donc une licence éducateur ou une licence dirigeant, elle ne peut être proposée qu'aux licenciés du club. La reprise se fait exclusivement et uniquement en extérieur. La pratique collective doit rester sans contact, donc pas d'opposition, pas de rencontre amicale. Par contre, contrairement à ce qui a été vécu lors du premier déconfinement, où dans un premier temps, chaque licencié devait avoir son ballon et ne devait utiliser que son propre ballon, cette fois-ci, la possibilité de faire des exercices qui incluent des passes est possible. On conseille tout de même de désinfecter régulièrement le matériel, y compris les ballons, et que les joueurs de champ ne se saisissent pas du ballon des mains. Voilà, pour respecter le protocole sanitaire. Les vestiaires collectifs restent fermés. Voilà, en termes de conseils, mais là, je laisserai aussi Patrice et Frédéric vous en dire un peu plus après. Le conseil, ça serait de reprendre par groupe restreint, d'éviter de croiser les groupes, hein, puisque on évite le brassage, c'est le principe de la consigne sanitaire. Les parents ne sont pas autorisés à rester dans l'enceinte de l'installation sportive pour assister à l'entraînement. Est-ce qu'une attestation est nécessaire? Oui, car le confinement n'est pas terminé. Il faut pouvoir justifier de son déplacement. Donc pour les joueurs, il faut cocher la case 6, cocher la case 6, je vais y arriver. Mais ça signifie aussi qu'il faut respecter le fameux périmètre des 20 km et pas plus de 3 heures. La fédération nous a d'ailleurs précisé dans une note réceptionnée en fin de semaine dernière que la reprise d'activité des mineurs sera soumise au respect des dispositions en vigueur sur les limitations de déplacement, c'est-à-dire pratique dans la limite de 3 heures à moins de 20 km du domicile. Pour les parents, il s'agira de cocher la case 9 et pour les encadrants, vous pouvez cocher la case 1. Alors, avec quel justificatif? Pour les joueurs, la licence. Pour les parents, la licence de votre enfant. Pour les encadrants, la licence et l'attestation du club qui précise les créneaux d'encadrement, le lieu et les catégories concernées. Plus vous êtes précis et plus ça sera facile pour vos licenciés de se justifier lors d'un contrôle. Je vous ai mis l'image de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire et j'en profite pour vous dire que j'enverrai à l'ensemble des clubs et des référents sanitaires un certain nombre de documents demain dans ma communication hebdomadaire envers les clubs et les référents sanitaires. Cette attestation en fera partie, en tout cas son lien. La reprise progressive, toujours conditionnée par l'évolution de la situation sanitaire et encore plus en ce qui concerne l'étape 2 qui interviendra le 15 décembre. Les évolutions seront possibles à condition que les objectifs soient atteints en termes de nouvelles contaminations journalières. Le président a évoqué à plusieurs reprises, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, la fameuse barre des moins de 5000 cas positifs, nouveaux cas positifs par jour. Et elle sera conditionnée aussi au taux d'occupation des services de réanimation hospitaliers. La reprise des activités extrascolaires en salle pour les mineurs, la reprise des activités sportives collectives en extérieur des adultes sont des choses qui sont en discussion, sachant qu'il avait été évoqué que les salles pourraient rouvrir pour les activités extrascolaires le 15 décembre, si bien entendu les fameux objectifs sont atteints. Une troisième étape qui devrait intervenir le 20 janvier 2021 avec une reprise des activités sportives collectives en intérieur, en extérieur pour tout le monde.
donc les adultes y compris. On ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'il en est de la reprise des entraînements ou de la date de reprise des compétitions. Dans tous les cas, il sera tenu compte d'une préparation nécessaire avant que les compétitions reprennent. Tout cela est en discussion et nous en saurons plus dans quelques temps. Les indispensables à prévoir, toujours pareil. Alors là, j'ai mis veiller à pouvoir fermer l'accès aux douches, hein, mais c'est fermer les vestiaires, ouvrir l'accès aux sanitaires, anticiper les créneaux d'occupation pour éviter que les groupes se croisent, laisser du temps pour désinfecter le matériel et surtout communiquer à l'ensemble de vos encadrants le protocole sanitaire en place et l'organisation que vous allez mettre en place. Alors, le jour de la reprise pour toutes les séances, quelques conseils pour assurer l'accueil des licenciés, j'y reviens pas, j'en avais déjà parlé. Je vous les laisser dans la présentation pour que vous puissiez utiliser le document par la suite. Pareil pour les outils à disposition des clubs. Le guide de reprise de l'activité de la fédération peut vous donner des exemples de séances par catégorie en fonction des contraintes sanitaires, avec ballon individuel, sans opposition. Les affiches de la fédération et tous les autres outils dont vous pouvez disposer vous seront joints lors de mon message hebdomadaire aux référents sanitaires. Je vous ai remis aussi une diapo sur quels sont les signes pour réaliser un autodiagnostic et un rappel sur l'ensemble des gestes barrières et de prévention à maintenir plus que jamais au sein de vos installations et envers vos licenciés. J'en ai terminé. Merci, merci Sophie pour la clarté du propos et on a bien compris un petit peu le contexte particulier. Merci encore de la précision des informations qui ont été données, notamment sur l'attestation, parce que je pense que c'était une question qui était largement évoquée et partagée par beaucoup de clubs qui souhaitaient avoir des précisions dans ce domaine. Alors, on a vu le comment on peut reprendre. Maintenant, on va essayer de s'attacher au pourquoi il faut reprendre et surtout au comment aussi d'une certaine façon sur le plan technique. Et je vais laisser la parole à Frédéric Hacker et à Patrice Feilly. Bonsoir à tous les deux. Alors justement, on a parlé, on était ensemble à Raon l'étape sur un exemple de reprise d'activité au mois de mai. Il y a toute la partie, je dirais, technique que vous allez évoquer, mais aussi la partie, je dirais, de la vie associative qui sont très importantes. Messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bien sûr, Stéphane, on a la partie associative qui prend un petit peu le pas, surtout en période de fin d'année. Patrice l'avait signalé tout à l'heure, le retour à l'activité physique est également dans l'esprit de pas mal de personnes. Et nous, on va essayer de faire le lien également avec la progression technique, on va insister sur quelques éléments. Peut-être insister également sur le club, lieu de vie, lieu de transmission, alors pas du virus, mais également transmission donc, du coup de valeurs. Hein, comme d'habitude, les clubs, quand ils ouvrent les portes, ont tendance à accueillir les licenciés, à faire tourner la balle, mais également à faire passer des messages. Donc c'est un peu l'objectif ce soir, de rappeler ces évidences. Plusieurs catégories de clubs après un sondage express auprès du réseau Ligue et des districts. Donc, on a réussi à classer les clubs en 5 catégories. Probablement que les auditeurs ce soir vont se situer dans ces 5 catégories. Parfois, on a même des sous-catégories dans les différents clubs. Donc, les clubs moteurs, forcément, qui attendaient avec impatience ce retour des jeunes, sont la catégorie du dessus de la page. Les clubs qui sont déjà en trêve, qui ont décidé de décaler cette trêve et d'utiliser les mois de novembre et de décembre pour arrêter la pratique et éventuellement reprendre au mois de janvier. Les clubs qui sont un petit peu entre deux eaux et qui souhaitent peut-être reprendre avec quelques catégories, mais pas avec toutes, en fonction de leurs possibilités. Et c'est peut-être aussi le message de ce soir. Hein, tout le monde ne pourra pas reprendre avec tout le monde et tout le monde n'est pas l'outil est forcément bien équipé par rapport à cette reprise au niveau des installations. Voilà, donc plusieurs catégories de clubs, plusieurs messages et le message de ce soir, il est daté, mais il ne va pas se périmer puisqu'on pourra reprendre l'ensemble des messages donnés au niveau technique et après athlétique au mois de janvier. Hein, je vous rappelle que Jérémy, dans la première intervention au mois d'août, parlait de phase hein, et il va reprendre les propos tout à l'heure.
une sorte de timeline pour l'ensemble des auditeurs avec un fil conducteur qui, pour nous, collègues techniciens, les collègues confirmeraient et confirmeront quand vous les aurez au téléphone via les districts et peut-être même les séances de démonstration pour quelques-uns dès mercredi prochain. Donc la progression technique, c'est vraiment le fil conducteur. Quand on est en dehors de la période de compétition, c'est un petit peu ce qui va nous guider, c'est la progression technique des enfants et des ados. C'est ce qui va les guider sur l'ensemble de leur carrière et sur plusieurs années dans les catégories de jeunes. L'activité physique, j'en ai parlé, puis l'activité sociale, revoir ses coéquipiers, ses coéquipières. Je pense qu'on l'a mis en avant au mois d'août et on le remet également sur la période là. Le focus de ce soir, en admettant que les éducateurs qui écoutent ont un club qui a déjà entrepris les démarches que Sophie a détaillées, hein, informer, rassurer, donner envie via les réseaux sociaux, peut-être maintenir un petit peu le cap au niveau des informations relayées. Si le président a pris la tâche de la collectivité à qui appartiennent les installations, je pense que l'éducateur a déjà là le travail préparatoire qui lui permet de revenir concrètement vers ses licenciés, donner un rendez-vous à heure fixe, donner une fin de séance à heure fixe, puisque les parents ne pourront pas accéder. Donc, il faut être très précis dans les informations données aux licenciés. Donc, tout ce travail préparatoire, il est absolument indispensable. Et je dirais qu'avant de bien valider la progression technique, il faudra bien se mettre dans les bonnes conditions. Donc peut-être que certains éducateurs vont cumuler les différentes phases et là, ça va faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rouvrir et accueillir le licencié. Voilà. On a chassé un petit peu les bons conseils. Donc on a résumé ça de manière très simpliste sur cette diapositive. Donc les chasubles individuels, réversibles, je pense que c'est un bon outil. Les clubs n'ont pas forcément investi, mais les chasubles réversibles peuvent être une bonne solution. Elles sont un petit peu plus chères que les chasubles classiques, mais ça peut être une solution adaptée. Un joueur en ballon a été bien accepté et assez facilement répandu. Hein. Les clubs sont bien équipés à ce niveau-là. Les groupes restreints, Sophie en a parlé. Les groupes constitués à l'avance avec des confirmations de présence. Je crois que Sophie l'a pas rappelé cette fois et je pense que c'est un message qu'il faut absolument relayer. Faites-vous confirmer les présences pour pouvoir préparer les groupes à l'écrit, une séance à l'écrit, bien cadrée pour bien encadrer par la suite. Ce qui a bien marché, les retours qu'on a eu avec Patrice, c'est les 3 fois 15 minutes, une petite mise en route, 3 fois 15 minutes très cadrées, très préparées, peut-être même avec des matériels qui est en place et qui a été mis en place en début d'après-midi, avec des zones tracées, parfois des zones qui restent fixes. Ce qui a bien marché également, c'est les 4 fois 12 minutes pour pouvoir intégrer la motricité, pourquoi pas, les défis concours et bien sûr la motricité que Jérémy va aborder tout à l'heure. À cela se rajoute, c'est déjà pas ça, mais à cela se rajoute la période hivernale, les terrains gelés dans certains départements avec des températures négatives en journée et également en soirée. Donc là, je pense qu'il faut, encore une fois, enfoncer les portoires, mais utiliser les créneaux du week-end de jour qui ne sont pas forcément exploités par la compétition senior, par exemple. Donc, c'est des créneaux qu'il faut exploiter. Si possible, décaler ces entraînements, notamment des plus jeunes, sur les périodes les plus propices, plutôt en journée. Voilà, c'est un petit peu le bon sens qui l'emporte. Je pense que vous aviez vous-même déjà pensé à ce genre de choses, mais les entraînements après, à la sortie de l'école, avec des températures négatives, ça risque d'être très compliqué pour les plus petits. Voilà. Donc, en fonction de vos besoins, peut-être appliquer l'ensemble de ces consignes. Des choses qui ont fait leur preuve, donc c'est la répartition par demi-terrain. Donc là, on est sur une configuration de grand terrain de foot à 11, de grand terrain synthétique, terrain vert, gazonné, en fonction de vos possibilités. Capacité, on est sur une capacité de 16 joueurs par demi-terrain, 32 sur l'ensemble du terrain du coup. Sur la partie verte, on est sur des ateliers fixes. C'est les joueurs qui vont tourner. Les joueurs sont souvent entre 2 et 4 par atelier en fonction de vos effectifs.
Et là, vous allez choisir dans le guide FFF ce que vous allez mettre dans vos rectangles de manière très simple. Vous allez choisir 4 ateliers différents, complémentaires, en fonction de ce que vous allez entendre et ce que vous pouvez recevoir avec le message de Jérémy et de Sandrine tout à l'heure. Vous allez composer votre séance. Sur la partie gauche, sur la partie bleue, c'est une proposition que certains clubs avaient mis en place. Et on utilise le grand but et pourquoi pas également les buts du foot à 8 avec du travail de finition et des inversions de groupe plus proches du but. Voilà, donc trois manières différentes de gérer les groupes du centre et sur les extrémités. Voilà, avec une zone banalisée, ce que beaucoup de clubs ont fait, je pense, en commencer par Raon, c'est sur les vidéos qu'on avait tournées au mois de juin, c'est banaliser et baliser, plutôt baliser la zone du milieu, voilà, avec et éviter les contacts. Encore une fois, beaucoup de précision dans le traçage et bien sûr l'anticipation. Deux possibilités qu'on essaye de vous soumettre ce soir. Donc la possibilité classique, un joueur avec un seul entraîneur qui va cadrer le groupe, donc un groupe de 10 à 16, c'est l'idéal. Moins de 10, c'est encore mieux, mais là, on est déjà dans un confort. Donc partie de gauche, un coach qui gère 4 éléments qui vont se succéder et c'est plutôt les joueurs qui vont rester statiques et fixes. Alors statiques dans leur zone, mais de manière dynamique bien sûr quand l'exercice sera lancé. Et c'est le coach qui va se faire en sorte que les exercices se succèdent de manière très fluide pour éviter au maximum en période hivernale les colonnes et les temps d'arrêt. Donc on est sur une heure de pratique, on devrait quasiment être à du 45 minutes effective, ce qui est très difficile à obtenir. Donc, il faut être très exigeant dans les consignes, il faut être très préparé et connaître sa séance quasiment par cœur. Sur la partie droite, on est sur une configuration à 2 coachs avec des ateliers où les joueurs pourraient être en autonomie et 2 ateliers cadrés. Et là, on aimerait faire passer ce message de l'animateur correcteur. Peut-être profiter de ces périodes du mois de janvier, février pour revenir à une correction technique très, très pointue qui est souvent délaissé au profit du jeu. Voilà, donc ça c'était un petit peu le message. Et là, je vais laisser Patrice prendre la parole sur les messages suivants. Voilà, je reviendrai pour conclure. Frédéric, merci. Bonsoir à toutes et à tous. On souhaitait intervenir, donc là on a vu sur le comment, le pourquoi, et nous souhaitions faire un point sur les intentions d'entraînement, quelles intentions pédagogiques mettre en place depuis samedi dernier, date à laquelle nous pourrons prendre le foot au sein de nos clubs. Le constat qu'on a fait à l'issue du premier confinement, c'est que les jeunes et les moins jeunes s'étaient très désadaptés par rapport à leur niveau après 4 mois d'inactivité. Nous avons pu reprendre et aujourd'hui, il y a à nouveau un nouvel arrêt et une nouvelle désadaptation, j'ai envie de vous dire. Donc, très simplement, quelles sont les intentions qui doivent guider les séquences d'entraînement qui sont mises en place? Tout d'abord, le faire jouer à distance, Sophie l'a bien rappelé, mais faisons jouer. Il faut qu'il y ait une forte dimension ludique dans les exercices qui sont proposés. Il faut impérativement que le garçon ou la fille retrouve des sensations. Je parle de développer le contact pied-ballon. Il faut toucher ce ballon avec les 2 pieds, avec les différentes surfaces. Et également travailler sur les déplacements spécifiques au football. Et pour cela, le guide de reprise dont a parlé Sophie, qui est téléchargeable et contient à votre disposition, est un bel outil. Et finalement, s'inscrire dans une logique de notion de gamme. On reprend l'activité et donc remettre des choses assez simples en place, mais faire en sorte que nos joueuses et joueurs touchent très fréquemment le ballon et de manière très qualitative. Deuxième point important, c'est remettre en confiance, c'est-à-dire que j'avais un certain niveau, je me suis arrêté 4 mois, puis 2 mois de vacances d'été, j'ai repris un petit peu. Forcément, nos joueurs et joueuses savent très bien où ils en sont, donc c'est effectivement valoriser, faire en sorte que nos pratiquants prennent plaisir à jouer. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'éducateur, de l'entraîneur, qui est avant tout qui est là pour dynamiser son groupe. Et à mon avis, c'est un point important. On n'a pas parlé de l'aspect mental. On parle beaucoup du technique, du physique, mais l'aspect mental est également à prendre en compte et c'est des choses qui doivent être traitées lorsqu'on met en place les séquences. Déterminer des objectifs techniques individualisés qui soient mesurables et atteignables. C'est-à-dire qu'on rentre sur un vrai projet. Profitons de la période peut-être pour se réinventer,
prenons le temps de travailler et de cibler des objectifs bien précis avec les joueurs et les joueuses. Troisième point, faire progresser. Bien évidemment, ça, il ne faut pas l'oublier. Bien souvent, on dit qu'il faut faire jouer. Oui, faisons jouer, mais profitons également de la période pour retravailler sur le faire progresser. Peut-être qu'on aura des séances avec moins de joueurs, voilà, et profitons de ce temps-là pour être encore plus en proximité avec eux, pour leur apporter les correctifs qui vont bien. Et puis surtout, l'idée, c'est qu'ils soient plus efficaces à l'issue des interventions. Je le mets en rouge, ne pas confondre l'objectif et les moyens. Donnons-leur les moyens de progresser sur ces 2 mois qui arrivent où voilà, on peut reprendre le contact avec le ballon. Bien entendu, des choses évidentes, mais qu'il est toujours bon de rappeler, valorisons les joueurs et les joueuses, stimulons-les, hein, la notion de défi, Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, et puis accompagnons-les. Là, on va reprendre jusqu'au 15 décembre. Au 15 décembre, une nouvelle page va s'ouvrir, et puis les fêtes de fin d'année vont être là, il ne faut pas les négliger non plus. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, des devoirs de football, des tâches et des exercices bien précis à donner à vos joueurs et vos joueuses pour que durant la période des fêtes, on n'ait pas à nouveau 15 jours où il ne se passe pas grand-chose. Voilà pour ce qui est des intentions d'entraînement. Elles ne sont pas nombreuses, mais voilà, ça me semble important de suivre ça sur les entraînements de jeunes. Et puis à partir du 15 décembre, alors je devance un petit peu, hein, Sophie, tu ne m'en voudras pas, mais l'autorisation de pratiquer le futsal, ou en tout cas voilà, d'utiliser d'autres installations permettant d'autres conditions de pratique. Hein. L'intérêt pour les jeunes joueurs et joueuses de la pratique du futsal, elle est bien connue. La fréquence, la répétition, des repères à travers les lignes, l'espace, la possibilité pour l'éducateur également d'intervenir très fréquemment. Et puis, vous le voyez, hein, aujourd'hui, les températures sont plutôt fraîches. Alors, le football, c'est un sport d'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, peut-être d'offrir un autre espace de jeu qui permet encore de travailler de manière différente et optimale pour nos joueurs. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention. En guise de conclusion, le message technique, donc convaincre vos pratiquants. On a également à faire des décrochages de joueurs. Donc, convaincre les pratiquants de revenir. Si vous décidez, vous, de vous relancer et d'ouvrir les portes du stade, donc il faut aller chercher tous les licenciés. Donc là, convaincre autour de vous, convaincre l'équipe éducative, l'équipe des éducateurs du club, convaincre les parents également. Donc, il faut informer, pas juste redonner rendez-vous, mais également expliquer ce que vous allez faire. Donc, ça va avec le rassurer et le cadrer et encadrer. Voilà les verbes d'action qu'il faudrait mettre en avant dans vos différents messages, et globaux et individuels. Ensuite, encourager bien sûr quand le joueur va revenir, Patrice l'a dit, différents niveaux techniques, des joueurs peut-être avec quelques carences, des lacunes, peut-être des joueurs un petit peu plus dans la dynamique de retour à l'activité, des joueurs qui ont la chance de pouvoir pratiquer un petit peu dans le cadre scolaire. Voilà, donc il y a des déséquilibres. Donc il s'agit de bien évaluer aussi les joueurs. Et là, je pense que Jérémy vous le redira également, évaluer un petit peu le niveau, les batteries du joueur, dans quel état d'esprit il est, donc faire une évaluation globale. Ensuite, le bien faire, bien sûr, bien faire vos séances, bien préparer, anticiper, calculer vos distances, ne pas improviser, rester dans votre zone de confort, peut-être adapter un exercice que vous maîtrisez très bien et l'adapter avec les distances plutôt que vous lancer dans 4 ou 5 exercices que vous ne maîtrisez pas. Le guide est bien fait, il est très lourd, donc là on a fait un petit condensé, on vous enverra un mail à l'issue de la réunion et avec un condensé de 15 exercices, 15 planches que vous pourrez utiliser et bien sûr améliorer, modifier. Ce qui est important, c'est de retenir la forme d'organisation, hein, des cercles, des carrés, passer à des rectangles, etc. Et en maintenant les distances de sécurité, bien sûr être masqué. Et ensuite, bien sûr, la progression technique. Si vous y retournez, faites un cycle complet de 4 ou 5 séances avant Noël minimum pour éviter l'effet coup d'épée dans l'eau où le joueur revient, il repart pour avoir vraiment une sensibilité qui revient au niveau du pied et du ballon. Voilà, merci. Merci à Frédéric, merci à Patrice. Et puis ça, Frédéric qui vient de répondre à une des questions qui était posée dans le chat, c'était quel était l'intérêt de reprendre là, quelques semaines avant Noël. Et je crois que dans leur intervention, Patrice et Frédéric ont parfaitement répondu à cette question. Donc vous aussi, continuez à poser vos questions. On essaie de répondre au fur et à mesure. On répondra de manière un peu plus globale à la fin de la réunion à l'ensemble de vos questions. Il y a une question qui est revenue très souvent, c'est sur
l'ensemble du PowerPoint qui a été diffusé ce soir, aussi bien donc celui de Sophie que celui pour l'instant de Patrice Feilly et Frédéric Acquer, et on prend l'engagement évidemment au nom de la LGF de vous adresser l'ensemble des éléments, l'ensemble des slides, que ce soit Sophie dans son messager hebdomadaire ou plus généralement pour vous qui étiez connectés, donc l'ensemble de ces éléments d'information. On va passer au troisième volet. Et je vais demander à Sandrine Ringler et Jérémy Moureau de nous rejoindre. Et donc, on va évoquer les orientations athlétiques. C'est à vous deux de jouer. Jérémy, Sandrine, c'est à vous. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, concernant les orientations athlétiques, je pense qu'il est important de mettre en place une stratégie de reprise. Alors par contre, je n'ai pas la main, Cyril. Si, Jérémy, je t'ai donné la main. Donc, si tu veux, je passe. Ok. Donc, je vous parlais d'une stratégie de reprise. Donc, déjà partir un petit peu des constats et des conséquences qu'a engendré cet arrêt. Ensuite, c'est important d'élaborer une planification relativement simple, mais avec des étapes et des principes à respecter. Et enfin, mettre en place des contenus d'entraînement adaptés, appropriés, et je vous présenterai quelques préconisations. Donc au niveau des constats au niveau psychologique, puisqu'on va voir au niveau psychologique et au niveau physiologique, hein, les deux sont vraiment liés. Donc les constats au niveau psychologique, c'est que le deuxième confinement est un petit peu différent du premier, dans le sens où un certain lien social est quand même maintenu à travers la scolarité que vos joueurs ont suivi. Également, une meilleure connaissance et appréhension de cette période. Le confinement a été un petit peu moins long, et puis différent dans le sens où peut-être que certains parents ont des difficultés professionnelles et ça a eu des incidences un petit peu familiales. Voilà. Et puis également, une chose qui est nouvelle par rapport au premier confinement, c'est que peut-être certains de vos joueurs ou joueuses ont été touchés de près ou de loin par la Covid-19. Donc néanmoins, ce qui n'a pas changé, c'est que les conditions de confinement sont différentes d'un joueur à l'autre, ça je ne vais pas y revenir, et que le contexte est toujours très anxiogène, avec un protocole sanitaire à respecter depuis des mois maintenant. Donc au niveau des conséquences, on a toujours une impatience de rejouer, une frustration d'arrêter la pratique en club, et puis par contre de continuer le sport au niveau de l'école. On se pose toujours des interrogations. Donc tout ceci amène une absence de plaisir, d'émotion, de vie en collectivité qui est recherchée. Et puis, on est content de reprendre, mais on reste un peu frustré parce qu'il y a toujours beaucoup de protocoles à respecter et l'activité collective reste limitée. Au niveau physique, quelques différences également par rapport au premier, c'est que, mine de rien, une certaine activité physique a été maintenue au niveau scolaire. Elle a été possible pour se rendre dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est aussi une possibilité de garder une activité, notamment à vélo ou à pied pour se rendre au collège ou à l'école. Le confinement a été un petit peu moins long. Et toujours pareil, ce qui a changé, c'est que certains jeunes ont été malades. Et qui dit maladie, dit fatigue, qui dit arrêt. Voilà. Ce qui n'a pas changé, c'est toujours les conditions de confinement. Et donc les conséquences, c'est que les états de forme de vos joueurs et de vos joueuses sont forcément différents. Tout le monde a été plus ou moins impacté. Je vous le disais, le confinement a été un peu moins long. Donc, au niveau physiologique, il y a quand même eu un désentraînement, puis ça fait quand même plusieurs semaines que vos joueurs sont arrêtés, même s'ils sont jeunes. Il y a une forme de désentraînement. Donc, rapidement, il y a des effets au niveau cardio-respiratoire. Vous perdez votre niveau d'endurance, on va dire. Votre rythme cardiaque augmente. Au niveau métabolique, qui dit moins d'activité, dit peut-être prise de poids. Et puis au niveau musculaire, une désadaptation du système musculo-tendineux, et c'est surtout là-dessus qu'on y reviendra, c'est par rapport à la force que vous avez perdue et toute cette motricité qui a été absente, cette motricité spécifique du football. Donc tout ceci peut engendrer des blessures. Alors une fois qu'on a fait les constats et les conséquences, au niveau de la planification, bon, on en a parlé tout à l'heure,
c'est incontournable de partir un petit peu des directives déjà gouvernementales. Donc, je vous ai remis un petit peu les grandes dates. Donc, avec ce confinement allégé et cette reprise d'activité le 28 novembre. Et puis, point d'interrogation pour le 15 décembre sur la reprise des championnats. On l'a vu également, l'accès aux installations sportives est indépendant de votre volonté. Alors, moi, je pense que c'est incontournable de fonctionner néanmoins par étapes. Donc, je vous ai parlé des étapes pour les jeunes qui ont été malades. Donc, refonctionner par étapes. On va parler d'une étape 1 ou d'une phase 1 qui va être une phase de reconditionnement, retrouver une condition physique. Alors, on verra sur les durées, hein, mais voilà. Ensuite, enchaîner sur une phase de ce qu'on peut appeler de réathlétisation. Alors, vous avez vu que ça s'enchevêtre un petit peu, hein, c'est pas juste après, vous pouvez commencer un petit peu plus tôt. Ensuite, une phase 3, une étape 3 qu'on peut appeler une phase de réentraînement pour enfin arriver sur l'étape 4 d'entraînement de football, mais qui sera dans un premier temps sans contact. Pour les joueurs qui n'ont été malades, voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire de commencer par une phase de reconditionnement, donc une étape 1. Donc, vous pouvez commencer directement par cette phase 2 de réathlétisation et enchaîner sur la phase 3, puis la phase 4 qu'on va voir. Et puis, pour chez les tout petits, je pense que c'est bien de mélanger directement l'étape 2 et 3. Je vais vous montrer un petit peu ces deux phases. Dès que vous allez reprendre l'entraînement, de les mélanger pour ensuite reprendre l'entraînement sans contact, et puis point d'interrogation pour la reprise de l'entraînement normal. Soyez également prudent sur l'entraînement, hein. Il y a de la frustration, il y a de l'envie. Ne commencez pas trop fort, allez-y vraiment progressivement au niveau de votre nombre d'entraînements hebdomadaires. Alors, au niveau des phases de travail, voilà un petit peu les étapes que je vous parlais. Cette étape 1, ce travail de reconditionnement, le travail de la condition physique, refaire de la course, courir, ressolliciter un petit peu ce système aérobie et énergétique. Ensuite, cette phase 2, que je parle de réathlétisation pour jouer au football, c'est retrouver des sollicitations articulaires, musculaires, tendineuses. C'est un travail spécifique qui se fera dans un premier temps sans ballon. C'est toute cette motricité générale, ces appuis, ce travail de fréquence gestuelle, de proprioception. L'étape 3, phase 3, que j'appelle travail de réentraînement à jouer au football. Donc, c'est des sollicitations bien spécifiques au football, avec des démarrages, des freinages, des changements d'appui, des accélérations. Et c'est tout le travail de motricité spécifique. Et puis ensuite, la phase 4, qui est dans un premier temps sans contact, donc sans duel, sans charge, pour arriver, j'espère, rapidement sur l'entraînement normal avec opposition. Donc, Patrice en a parlé tout à l'heure. L'important, c'est de réadapter son système neuromusculaire, de retrouver cette motricité de footballeur, parce que je vous dis, les jeunes ont certainement dû garder une certaine condition physique, mais ce qui manque vraiment, c'est de réadapter un petit peu notre organisme à jouer au football et donc à faire des gestes de football et une motricité de football. Voilà, donc forcément, dans votre travail, ce sera de l'analytique au spécifique. Et puis, donc, je vous encadre bien pour vraiment que vous recommenciez progressivement par ces deux phases-là de motricité, d'appui, avec et sans ballon. Quelques principes, et notamment sur la durée. Donc, c'est pas évident de vous dire le temps par rapport pour chaque phase, puisque vous avez des individus différents, un contexte différent. En tout cas, je pense que c'est important de passer quelques jours dans chaque phase, notamment pour les personnes qui ont été malades. En tout cas, le maître mot, c'est d'être capable de vous adapter en fonction de l'état de vos joueurs, de les reconditionner le mieux possible, et également par rapport à leur niveau de pratique et leur âge. Donc, essayer d'individualiser le plus possible le travail. Bien sûr, il faut que ce travail soit régulier, soit progressif. Je vous l'ai dit, même si effectivement, il va y avoir la trêve hivernale, allez-y progressivement dans le volume
la durée de la séance et dans l'intensité de la séance. Commencez doucement, même si tout le monde se sent bien, allez-y progressivement dans le temps et au niveau de l'intensité. Et puis également, le grand principe, c'est de retravailler les actions de football, les gestes de football et la spécificité du football qui engendre le travail de toutes les qualités physiques. Donc attention aux sollicitations excessives, une reprise trop rapide engendrera forcément des blessures, comme on a pu le constater au premier déconfinement. Donc malgré l'envie et la motivation, attention à l'entraînement normal. Pensez bien à la santé de vos joueurs, de se souvenir un petit peu de toutes les blessures qu'on a pu voir. Bon, j'ai pris des exemples de sportifs professionnels, mais je sais que dans le monde amateur, je me suis renseigné, il y a eu beaucoup de problèmes de tendinite, de lésions musculaires, de lésions articulaires. Et puis, pensez à vos joueurs qui ont été malades. Vous ne pouvez pas les entraîner comme si rien ne s'était passé. Voilà. Les préconisations, c'est de respecter donc ces principes et ces étapes que je vous ai mentionnées juste avant, et puis de vous appuyer sur les documents fédéraux. On parlait du guide FFF, mais également de tous vos éducateurs formés, des contenus de formation que vous avez pu avoir en formation. Voilà, rapidement, je vous propose de voir quelques contenus par catégorie d'âge. Donc, pour tout ce qui, chez les plus jeunes, je vous le disais, l'étape 1 n'est pas nécessaire. Donc, retravailler sur des parcours de motricité, sur de la réactivité, jouer sur le rythme. Tout ce qui est jeu sportif, je pense, est intéressant à faire et à coupler indirectement chez tout petit avec l'entraînement au football. Donc, avec des parcours d'appui bien spécifiques, avec et sans ballon. Voilà, revoir tout ce travail de technique, de maîtrise de balle, qui est un travail de motricité. Et puis arriver ensuite à l'étape 4, c'est le travail sans contact, de coopération, également de maîtrise de balle. Pour les plus grands, pour le foot à 8, pareil, respecter l'étape 2 puis l'étape 3. On est toujours sur un travail de motricité. On joue toujours sur le rythme, sur le travail de réactivité, de prise d'information. Vous pouvez rajouter tout ce qui est gamme athlétique, éducatif de course, jeu pré-sportif toujours en contrôlant bien l'intensité, et puis rajouter, je mets jeu de proprioception puisque ça peut se faire sous forme de jeu, des blocages, de renforcement musculaire, de gainage qui sont intéressants pour cet âge-là. Et ensuite repartir de nouveau sur du travail d'appui, des déplacements multidirectionnels qu'on retrouve dans la pratique du football avec le ballon. Voilà, et commencer à retravailler certaines qualités comme la souplesse, puisque ça a été un petit peu perdu, retrouver un petit peu l'amplitude pour chaque articulation. Et enfin, être dans l'étape 4 de l'entraînement, malheureusement sans contact. Et donc, travail de coopération. Et je vous ai barré tout ce qui est duel et contact, ou tout ce qui est préparation physique intégrée. Vous oubliez pour l'instant. Enfin, pour terminer, pour le foot à 11, alors, étape 1, de reconnaissance si besoin, de refaire un petit peu de renforcement musculaire très général et faire un travail aérobie, sous forme de vélo ou de course, mais très vite arriver de nouveau sur le travail de motricité, de gainage, de proprioception, le travail de maîtrise de balle. Vous pouvez coupler ça à du renforcement musculaire un peu plus spécifique, notamment au niveau des ischios, des mollets, et le travail de souplesse. Je vous ai mis les numéros de page, ça correspond au guide. Vous pourrez retrouver ces exercices dans le guide. Commencez à retravailler votre système bioénergétique, il n'y a pas de problème, toujours en respectant les principes de progressivité. Et enfin, l'étape 4, l'entraînement de football sans contact, de coopération, toujours en évitant tout ce qui est duel et contact. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et pour résumer, je me suis appuyé sur un schéma de Frédéric Aubert, qui était le référent de préparation physique au niveau de la fédération ces dernières années. Réoxygéner après un arrêt, c'est bien de réoxygéner votre organisme, donc de faire des efforts aérobie. Voilà, ça peut correspondre à l'étape 1. Ensuite, retonifier, refaire un petit peu de renforcement musculaire, restabiliser, voilà, pour arriver très vite sur cette réactivité, cette motricité
spécifique du footballeur avec ce travail d'appui avec et sans ballon. Voilà, les principes, on les a vus, le principe de progressivité, d'alternance, de spécificité football, de fréquence et le plus possible d'individualiser. N'oubliez pas qu'il y a des protocoles qui sont mis en place au niveau fédéral, le 11+, où vous pouvez retrouver des exercices de motricité et d'échauffement, parce que l'échauffement est très important. Et puis, soyez également vigilants sur l'alimentation et l'hydratation de vos joueurs. Merci à vous. Merci Jérémy, et je crois que c'est Sandrine Ringler qui va te succéder. Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Simplement, j'ai deux données qui ont été évoquées par Jérémy. La première, à la sortie du premier confinement, à la reprise d'activité, le nombre de blessés a été beaucoup plus important. Donc, je veux juste focaliser votre attention sur une observation et une progressivité accrue lors de ce deuxième déconfinement, même s'il n'a pas été aussi long, même si les enfants ont gardé un rythme parce qu'ils étaient scolarisés, mais vigilance toutefois, qui plus est avec les conditions météo forcément très fraîches actuellement. Le deuxième élément, les jeunes qui ont contracté le virus, qu'ils aient eu des symptômes ou non, les médecins de la fédération, dans le cadre des sélections nationales, nous ont alerté, les staffs techniques, sur la vigilance quant aux problèmes respiratoires de ces jeunes. Et donc, là encore, un œil attentif sur ceux ou celles qui l'ont eu, mais peut-être aussi sur l'ensemble de vos jeunes, parce que peut-être qu'ils ont été asymptomatiques, peut-être qu'ils n'ont pas été au courant qu'ils ont contracté le virus, et qu'ils peuvent avoir des soucis d'ordre respiratoire lors d'exercices d'endurance. Donc, les étapes qui ont été indiquées par Jérémy précédemment sont évidemment essentielles. Le maître mot, c'est, je dirais, l'observation et la progressivité. L'ensemble de mes collègues conseillers techniques de tout le Grand Est sont à disposition, sont mobilisés pour vous conseiller, vous aider si vous en avez besoin, bien évidemment, sur l'aspect technique plus précisément. Voilà, merci beaucoup. Merci Sandrine. On est arrivé un petit peu au terme de ce webinaire. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vous propose, pour qu'on puisse répondre à quelques-unes d'entre eux, que l'ensemble des collègues se connectent avec la caméra et qu'on joue le jeu, je dirais, de manière collective en répondant, je dirais, au fil de l'eau des questions dont je vais me faire un peu l'interprète désormais. Alors, il y a une question, on revient un instant sur le protocole sanitaire. Il y a pas mal de questions sur ces aspects-là. Alors, déjà sur les 20 km, donc ça fait partie du décret, hein, donc c'est vrai que ça n'a pas été forcément clair, mais c'est bien dans le décret, quelle que soit la manière dont vous amenez les enfants vers l'entraînement, on est dans la limite des 20 km. Il y a une question, Sophie, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, sur le port du masque pour les moins de 11 ans, puisqu'il avait été dit dans la première phase de déconfinement que ce n'était pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans, parce que je pense que c'était conforme aussi à ce qui se passait à l'école primaire. Qu'en est-il de ce deuxième déconfinement? Parce que là, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, est-ce que tous les enfants, y compris les 6-11 ans, doivent mettre le masque jusqu'à l'entrée du terrain? Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas vu préciser que dans le cadre de la reprise des activités sportives, les enfants de moins de 11 ans devaient porter un masque comme c'est le cas à l'école. Cependant, si on part du principe que c'est une activité extrascolaire et qu'on respecte le même protocole qu'à l'école, il semblerait pour moi qu'il faut que les enfants à partir de 6 ans portent un masque jusqu'à ce qu'ils entrent sur le terrain. Ils peuvent l'ôter ensuite pour pratiquer, mais ils le remettent à la sortie. Merci pour la réponse claire. J'ai une question aussi assez précise, alors ça c'est peut-être Franck qui va pouvoir répondre, sur les difficultés de certaines sections sportives qui n'ont pas pu reprendre, parce que souvent c'est vrai que c'est le chef d'établissement qui a la main, alors même que les enfants font de l'EPS à l'école ou au collège. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est en responsabilité d'une section sportive et qu'on a du mal à pouvoir reprendre, Franck? Bien, bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tiens à remercier l'ensemble des responsables techniques et pédagogiques et les chefs d'établissement. Je sais qu'il y a parmi les auditeurs quelques responsables techniques qui sont présents et je tiens à les remercier
pour avoir ou tenté ou réussi ou permis le maintien des activités sportives de nos sections sportives. Alors pendant ce mois de confinement, ça a été le seul lieu et le seul moment où nos joueurs et nos joueuses ont pu bénéficier ou de séances de terrain ou de séances en salle, mais en tout cas, ils ont pu entendre parler football, les termes football et éventuellement manipuler le ballon. Donc, je tiens à les remercier pour toutes les démarches qu'ils ont pu entreprendre pour maintenir l'activité de ces sections-là. Ensuite, pour ce qui est de la remise en route, en fonction des ouvertures qui nous sont possibles, je vais reprendre les termes de mes collègues, notamment de Fred dans la fin de son discours, qui parlait de convaincre et de rassurer. Je rajouterai le mot maîtriser et cadrer, qui est de prendre la tâche auprès du chef d'établissement, puisque le fonctionnement des sections sportives rentre dans le temps scolaire, et donc, comme tu l'as dit, Stéphane, ça rentre dans le cadre et des prérogatives du chef d'établissement. Donc, éventuellement, ce serait de prendre un rendez-vous avec le chef d'établissement et puis de bien mettre en avant tout le cadrage qui est mis en place par la fédération et puis par l'éducation nationale dans l'encadrement et les contenus d'entraînement. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été présenté par mes collègues et d'une richesse inestimable pour la mise en place des séances d'entraînement. Et donc, ce sont des arguments qu'il faut apporter au chef d'établissement en disant je maîtrise, rassurez-vous, il y a possibilité de faire autrement, d'une manière différente, mais en tout cas de pouvoir faire fonctionner la section et de continuer à pérenniser le fonctionnement de ces sections-là avec tout ce que l'on peut mettre en place sur et en dehors du terrain pour le bénéfice de nos joueurs et de nos joueuses. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Franck. Il y a pas mal de questions, hein. On ne va pas pouvoir toutes les passer en revue, mais il y a pas mal de questions auxquelles il a été répondu directement sur le chat. Il y a des questions plus en direction de Patrice et de Frédéric sur le nombre d'éducateurs, parce que c'est vrai que vous avez parlé de groupes, etc. Il y a pas mal de questions un peu plus techniques sur combien d'éducateurs par groupe, quelle est la bonne taille des groupes, etc. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Ce qu'on avait expérimenté tous les deux avec Patrice, c'était des fonctionnements à 8 joueurs par éducateur. Donc là, ça veut dire qu'une équipe de U15 qui revient pourrait être encadrée par 2 personnes. Après, tout à l'heure dans l'exemple, je disais que dans la mesure du possible, si l'éducateur est tout seul, il pourra fonctionner en choisissant des exercices, en se limitant par exemple à 3 séquences dans sa séance. Si ils sont 2 pour 16, ils pourront peut-être démultiplier un petit peu. Ça dépend vraiment du contexte, mais 1 pour 8, ça me paraît tout à fait cohérent en termes de correctif. Ça permet de corriger l'ensemble du groupe. Voilà. Et puis je crois que dans cette... C'est variable aussi en fonction de l'âge des pratiquants. Hein. On s'occupe pas pareil des petits que on a souvent l'habitude de dire entre les enfants et les ados, c'est pas exactement pareil. Donc peut-être plus on avance dans l'âge, peut-être on peut accroître un peu le nombre de pratiquants et peut-être passer sur 8 pour les petits et 12 pour les grands. Voilà, comme ça va permettre des propositions. Oui, puis je crois que le maître mot dans cette période, c'est aussi de s'adapter en fonction et bien sûr des moyens, tout en restant évidemment dans le cadre du protocole sanitaire. J'ai mis une question plus sur le calendrier. Alors, il y avait une question tout à l'heure, pourquoi reprendre maintenant alors que c'est bientôt Noël et qu'habituellement c'est l'heure où on ferme les clubs, pas l'heure où on les ouvre. Donc c'est vrai que c'est un schéma un peu inversé. Je pense que Frédéric Laquer tout à l'heure notamment a répondu à cette question. Qu'est-ce qu'il en est de la période entre Noël et Nouvel An? C'est-à-dire que là, a priori, on est parti sur une programmation d'entraînement sur 3 semaines. Ensuite, il y a un break lié à Noël. Quel est le conseil qu'on peut donner au club? Est-ce qu'il faut reprendre tout de suite début janvier, laisser respirer, maintenir une séance entre Noël et Nouvel An? Quelle est la bonne préconisation sur le calendrier? Jérémy? Oui, je sais pas si quelqu'un. Vas-y. Non, mais simplement, je crois qu'aujourd'hui, le bon sens doit l'emporter. C'est-à-dire que ceux qui peuvent faire peut-être une séance durant ces périodes de fête, pourquoi pas? Après, on sait pertinemment que les effectifs sont variables à ce moment-là. Peut-être qu'il faut privilégier un football de proximité, faire avec les garçons qui seront le plus proche des espaces de pratique. J'avais fait la proposition d'évoluer en salle pour offrir des conditions quand même. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, par
par 3-4 degrés, ça c'est quand même rendu compliqué, même pour des joueurs d'un certain niveau. Donc voilà. En revanche, inciter à ne pas arrêter et permettre aux garçons d'avoir peut-être, allez, 5 gammes d'exercices à réaliser chez lui. Ou voilà, on voit qu'aujourd'hui même les joueurs et les joueuses s'organisent pour jouer. Donc il faut qu'on puisse les alimenter, qu'on leur donne des exercices permettant d'entretenir j'ai parlé d'adaptation et de désadaptation, donc faisons en sorte qu'ils ne se désadaptent pas. Voilà. Si on peut mettre la séance, mettons-la. Si on ne peut pas, trouvons des moyens de garder mobilisés. J'ai un complément de réponse? Oui, par rapport à, donc là, on a à peu près un mois d'arrêt, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de reprendre, puisque si on ne reprend pas du tout au mois de décembre, ça fera 2 mois d'arrêt, et donc ça reportera forcément, la reprise sur le terrain sera forcément plus longue si on veut bien faire les choses et éviter les blessures. Donc le fait de pouvoir reprendre sur ces quelques semaines, même si effectivement il y aura la trêve de Noël, la reprise pourra se faire un tout petit peu plus rapidement. Merci Jérémy. Alors, une dernière question qui n'était pas forcément dans le chat, mais que j'ai envie de poser à Sophie. Pas mal de clubs, j'ai vu dans le protocole ou dans leur protocole qu'ils ont déjà publié sur les réseaux sociaux, etc., indiquent qu'ils souhaitent faire prendre la température aux enfants à l'entrée au stade. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Ça peut faire partie des mesures effectivement qui peuvent permettre au club de s'assurer que tous les pratiquants pratiquent en sécurité. Mais comme on ne peut pas obliger les gens à déposer, en fait, en tant que spectateur, hein, je ne parle pas de licenciés du club, à déposer leurs coordonnées, leur nom, leur prénom à l'entrée d'un stade, on n'est pas en mesure d'obliger ces licenciés à prendre leur température. Si on établit que c'est une condition pour participer à une séance d'entraînement, ça sera le choix en fait des parents, soit de se plier à cette règle-là, soit de ne pas faire participer leur enfant à l'entraînement. Merci Sophie, merci à tous. On est un petit peu arrivé au terme de ce... Oui, Patrice, je t'en prie. Ouais, Patrice, juste déjà te remercier parce que l'exercice n'est pas simple et remercier les collègues. Juste peut-être une précision parce que répondre pour l'ensemble de nos clubs, nos 200 000 licenciés, c'est toujours un peu difficile. Alors on a essayé de le faire en chat et on vous renvoie vers des solutions, je dirais, vraiment spécifiques parce que reprendre, pour faire simple, à Sedan ou à Mulhouse, c'est quand même pas la même chose en fonction des conditions, que ce soit climatique ou matériel. Et je pense que c'est aussi toute la difficulté qu'ont eu les collègues pour avoir des réponses précises à donner. Il ne faut pas faire de généralité notamment et peut-être vous renvoyer vers les uns et les autres mails de Sophie sur le sanitaire ou Hélène Stocky sur le versant technique pour qu'on soit vraiment précis et puis qu'on accompagne au mieux les auditeurs. Merci. Merci Patrice, merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez encore plus de 250 là connectés à l'instant, donc visiblement le webinaire de ce soir vous a intéressé. Donc rappel simplement pour vous dire qu'on vous enverra l'ensemble des slides qui ont été présentés ce soir. L'ensemble du webinaire sera à nouveau accessible, on l'espère dès demain. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre une partie, pourront le faire. Merci en tout cas, bonne reprise à tous, malgré des conditions météo compliquées. Il y a une alerte orange, je crois, sur la Meuse et la Meurthe-et-Moselle demain, donc vigilance merglas. Donc ça commence un petit peu à coincer sur cet hiver. Donc il faudra un peu de courage et de chance pour le reste des informations aussi qui nous manquent. Bonne reprise à tous, bonne soirée et à très bientôt.